Le secret le mieux gardé de votre portefeuille, l'argent n'est pas réel. Salut, comment ça va? Tout va bien? Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose qui semble impossible. Nous allons démanteler l'une des idées les plus puissantes et les plus mystérieuses du monde, l'argent. Et non, je ne vais pas vous donner un cours d'économie ennuyeux. C'est un voyage, une descente à travers 5 niveaux de connaissances. Je vous promets qu'une fois que nous aurons terminé, cette pièce dans votre poche ou ce chiffre dans votre application bancaire auront l'air complètement différents. Prêt pour la première immersion? Niveau 1, la surface que nous connaissons tous. Voyons dans sa forme la plus élémentaire, qu'est-ce que l'argent? C'est un moyen d'échange. Simple. Vous voulez une pizza, vous ne donnez pas une poule au livreur. Vous lui donnez un billet ou vous payez par carte. L'argent est cet intermédiaire magique que tout le monde accepte. Mais aussi l'argent est une unité de compte. C'est la façon dont nous mesurons la valeur des choses. Combien vaut votre temps? Vous le mesurez en salaire. Combien vaut cette console? Vous la mesurez en euros ou en dollars. Cela devient une sorte de règle universelle pour comparer des pommes avec des poires, ou plutôt des heures de travail avec des baskets en édition limitée. Et bien sûr, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire un endroit où stocker vos efforts. Vous travaillez aujourd'hui, vous êtes payé, et vous pouvez utiliser cet argent demain ou dans un an. D'où cela vient-il? Imaginez un fermier d'il y a 5000 ans, sa richesse, ce sont des vaches et du blé. Mais le blé pourrit et les vaches meurent. Il avait besoin de quelque chose de durable pour stocker sa richesse. Et c'est là, dans ce besoin, que tout a commencé. Enfin, c'est un étalon de paiement différé. Qu'est-ce que c'est? C'est juste la manière technique de dire que l'argent nous permet de faire des promesses pour l'avenir. Je vous prête de l'argent aujourd'hui et vous me le rendez dans un an. Les dettes, les prêts, tout est basé sur notre confiance que cet argent continuera à valoir quelque chose. Mais pourquoi faisons-nous tant confiance à un morceau de papier ou à un chiffre sur un écran? Qu'est-ce qui lui donne son pouvoir? Bon, ce que nous venons de voir, c'est le niveau 1. L'argent comme outil pour acheter, mesurer et épargner. C'est la pointe de l'iceberg, ce que tout le monde vous dirait. Mais nous ne sommes pas là pour rester en surface, n'est-ce pas? Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels sont les moteurs secrets qui le meuvent en dessous? Quelle est la magie qui fait que tout fonctionne? Il est temps de plonger. Bienvenue au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez de cette question sur la raison pour laquelle nous faisons confiance à l'argent? Voici la première grande révélation. L'argent n'a pas de valeur en soi. Sa valeur provient d'une seule chose, la confiance. C'est un accord collectif. Un billet de 50 € n'est que du papier et de l'encre. Il vaut 50 € parce que vous, moi, le boulanger et le président du gouvernement avons décidé, tous en même temps, de croire qu'il vaut 50 €. C'est un réseau de confiance massif. Ce réseau de confiance est régi par une règle invisible appelée monnaie fiduciaire ou fiat. Fiat en latin signifie que cela soit. L'argent a de la valeur parce qu'une autorité, généralement un gouvernement, dit que la valeur soit et nous l'acceptons. C'est comme les règles du football. Pourquoi ne pouvez-vous pas prendre le ballon avec la main? Parce que tous les joueurs et l'arbitre ont accepté de suivre cette règle. Si tout le monde décidait soudainement que c'est possible, la règle changerait. C'est la même chose avec l'argent. Et c'est là que notre cerveau intervient. Il y a une erreur de fabrication dans notre esprit, un biais cognitif appelé effet de dotation. Cela signifie que nous valorisons davantage les choses simplement parce qu'elles nous appartiennent. Avez-vous déjà essayé de vendre quelque chose d'occasion et vous aviez l'impression que cela valait plus que ce que les gens offraient? C'est ça. Ce biais nous pousse à nous accrocher à notre argent, à le sentir nôtre et précieux, renforçant l'illusion collective qu'il l'est réellement. Maintenant, une mini-histoire. Il y a environ 2700 ans, dans le royaume de Lydie, dans l'actuelle Turquie, un roi a eu une idée géniale, frapper les premières pièces de monnaie standardisées. De petits disques d'un alliage d'or et d'argent avec un sceau royal. Cela a tout changé. Avant, il fallait peser l'or, vérifier sa pureté. C'était le chaos. Les pièces ont rendu le commerce anonyme, rapide et évolutif. C'était le premier logiciel pour le commerce de masse. Et voyez le problème humain que cela résout, le besoin de coopérer avec des inconnus. Grâce à l'argent, je n'ai pas besoin de faire personnellement confiance à l'agriculteur qui a cultivé ma nourriture à 2000 km de distance. J'ai seulement besoin de faire confiance au système monétaire que nous utilisons tous les deux. L'argent est, en substance, un lubrifiant social. C'est la technologie qui permet à des milliards d'inconnus de collaborer chaque jour sans se tuer. Le dernier mécanisme de ce niveau va vous surprendre. La majeure partie de l'argent qui existe aujourd'hui n'est ni des pièces ni des billets. Ce ne sont que des écritures comptables. C'est de l'information. Lorsque vous payez avec votre carte, aucun atome ne se déplace d'un endroit à un autre. Simplement, un ordinateur de votre banque soustrait un chiffre de votre compte et un autre ordinateur du magasin ajoute ce même chiffre. L'argent est devenu un fantôme, un gigantesque grand livre invisible que nous partageons tous.
Comprendre ces rouages cachés est essentiel. Vous réalisez que l'argent n'est pas une chose, mais un système, une relation sociale basée sur la confiance et des règles que nous avons inventées. Et le comprendre vous donne du pouvoir, car vous cessez d'être un simple utilisateur du système pour commencer à voir comment il fonctionne de l'intérieur. Mais si vous pensiez que tout était clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos. Nous entrons dans le domaine des batailles, des paradoxes et des questions inconfortables. Bienvenue au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité, débat et complexité. La première grande querelle, l'inflation contre la déflation. L'inflation, c'est quand votre argent perd de la valeur avec le temps. La pizza qui coûte 10 aujourd'hui coûtera 11 l'année prochaine. C'est comme une taxe silencieuse. Le camp opposé, la déflation, c'est quand l'argent prend de la valeur et que les prix baissent. Ça a l'air génial, non? Erreur! Si vous savez que tout sera moins cher demain, vous ne dépensez pas aujourd'hui. L'économie se paralyse. Le débat sur le poison correct est constant et féroce. Maintenant, un secret. Vous a-t-on dit que l'argent est adossé à de l'or gardé dans une chambre forte? C'est l'un des mythes les plus grands et les plus réconfortants. La réalité est que, depuis 1971, la plupart des monnaies du monde ne sont adossées à rien de physique. Pourquoi aimons-nous croire au mythe de l'or? Parce que notre cerveau cherche la sécurité. L'idée d'un métal brillant et tangible nous procure une tranquillité psychologique que l'idée de confiance abstraite ne nous donne pas. Et voici un paradoxe qui va vous briser la tête, le paradoxe de l'épargne. Si vous, individuellement, économisez plus d'argent, c'est une décision intelligente et responsable, n'est-ce pas? Mais si tout le monde dans un pays décide de faire la même chose en même temps, personne ne dépense, les entreprises ne vendent pas, elles licencient des gens et toute l'économie s'effondre. Ce qui est bon pour un est catastrophique pour l'ensemble. Il n'y a pas de solution facile à cela. Maintenant, soyons critiques. Parlons de l'intérêt, des prêts. Accepter que si on vous prête de l'argent, vous devez en rendre plus, nous semble normal. Mais arrêtez-vous une seconde et réfléchissez. Est-ce vraiment juste? Ce système, par conception, transfère la richesse de ceux qui ont moins et ont besoin de prêts à ceux qui ont plus et peuvent prêter. Est-ce un mécanisme efficace ou un outil d'inégalité systémique? Est-ce vraiment juste? Et cette controverse sur l'intérêt a changé avec le temps. Pendant des siècles, dans de nombreuses cultures et religions, percevoir des intérêts, ce qu'on appelait usure, était un péché très grave, quelque chose de moralement répugnant. Aujourd'hui, c'est le pilier de toute notre industrie bancaire, des hypothèques aux cartes de crédit. Notre boussole morale concernant l'argent a tourné à 180 degrés. Tout cela est lié à la condition humaine. L'argent nous pose un problème existentiel. Nous le poursuivons en croyant qu'il nous apportera sécurité et bonheur, mais les études montrent qu'au-delà d'un certain point, plus d'argent ne vous rend pas plus heureux. Souvent, cela ne fait qu'augmenter l'anxiété et la peur de le perdre. Nous sommes piégés dans une roue de hamster que nous avons nous-mêmes construite. Donc, comme vous le voyez, le niveau 3 nous enseigne que la réalité de l'argent est désordonnée. Elle est pleine de débats sans réponse claire, de mythes que nous nous racontons pour dormir tranquille et de profondes questions éthiques que nous préférons ignorer. Très bien, vous avez survécu au chaos. Vous avez vu que l'argent est un champ de bataille. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Il est temps de descendre au niveau 4. Niveau 4, connaissance d'experts, les secrets de niche. Ok, vous ne trouverez pas ça dans une recherche rapide. Parlons de la vitesse de l'argent. Non seulement la quantité d'argent dans une économie est importante, mais aussi la vitesse à laquelle il passe de main en main. Un seul euro qui change de main 10 fois en une journée a le même impact économique que 10 euros qui ne bougent qu'une seule fois. Et cette idée de la vitesse de l'argent se comprend mieux avec une analogie. Imaginez un petit village avec un seul billet de 100. L'hôtelier l'utilise pour payer le boucher. Le boucher l'utilise pour payer le fermier. Le fermier l'utilise pour payer une nuit à l'hôtel à un voyageur. Au final, le billet retourne à l'hôtelier, mais en chemin, il a réglé 300 de dettes. C'est la vitesse qui crée l'activité, pas la quantité. Et cela nous amène à un penseur clé mais presque oublié, Bernard Mandeville. Au XVIIIe siècle, ce philosophe hollandais a écrit une œuvre intitulée « La fable des abeilles ». Son idée, scandaleuse pour l'époque, était que les vices privés comme l'égoïsme, la cupidité ou le luxe généraient en réalité des bénéfices publics comme l'innovation, l'emploi et une économie prospère. Il fut l'un des premiers à voir que le système économique ne fonctionne pas avec de bonnes intentions, mais avec des intérêts. Et en parlant de vision rebelle, il existe une théorie économique alternative appelée la théorie monétaire moderne, TMM. C'est la vision la plus punk. Elle dit qu'un gouvernement qui émet sa propre monnaie, comme les États-Unis ou le Japon, ne peut pas faire faillite. Il a besoin d'argent, il le crée. La vraie limite n'est pas la dette, c'est l'inflation. Si vous imprimez trop et qu'il n'y a pas assez de choses à acheter, les prix s'envolent. Cela change complètement la façon de voir le déficit et les dépenses publiques.
Mais le détail le plus contre-intuitif de tous est celui-ci. Les banques ne prêtent pas l'argent que les gens déposent. Cela ne fonctionne pas comme ça. Quand vous demandez un prêt immobilier, la banque ne cherche pas dans son coffre-fort. Elle tape simplement les chiffres sur votre compte. À cet instant, elle crée de l'argent nouveau à partir de rien, de l'argent qui n'existait pas auparavant. Notre intuition nous dit que les banques sont des entrepôts d'argent, mais en réalité, ce sont des usines à argent. Et voici le moment Eureka, le détail qui relie tout. Si les banques créent de l'argent lorsqu'elles accordent un prêt, cela signifie que l'immense majorité de l'argent qui existe dans le monde est de la dette. L'argent n'est pas un actif qui est créé puis prêté. L'argent naît comme une dette. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la confiance et des écritures comptables? Eh bien, tout se rejoint ici. L'argent n'est pas une chose, c'est une relation de crédit-dette. C'est une promesse. Atteindre ce niveau de détail n'est pas pour se vanter. C'est pour comprendre que la structure de notre monde, du plus haut gratte-ciel au café que vous buvez, est construite sur une architecture invisible de promesses et de dettes. Le voir ainsi vous donne une vision beaucoup plus authentique et profonde de la réalité. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Nous avons désarmé l'horloge et vu chaque pièce. Osez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, vers ce que nous ne savons pas encore et ce que nous ne pouvons qu'imaginer? Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. En regardant vers l'avenir, l'argent sera programmable. Imaginez un euro numérique que votre gouvernement vous donne et qui ne peut être dépensé que pour des produits écologiques, ou un argent qui perd de la valeur si vous ne le dépensez pas en un mois pour stimuler l'économie en période de crise. Le code informatique deviendra la politique monétaire. Mais cela nous mène à la question la plus profonde que personne ne peut répondre. Pourrons-nous un jour créer un système de valeurs qui soit véritablement juste et objectif? Où l'argent sera-t-il toujours le reflet de nos hiérarchies, de notre pouvoir, de nos préjugés et de nos désirs les plus irrationnels? Peut-être que l'injustice n'est pas un défaut du système, mais une caractéristique inhérente à toute forme de mesure de la valeur. Et ici, l'idée qui va vous souffler, l'argent est une hallucination consensuelle. Il n'est pas réel au sens physique, comme un rocher ou un arbre. C'est une histoire que nous nous racontons les uns aux autres et que nous avons décidé de croire. Mais le plus incroyable, c'est que cette fiction, cette hallucination partagée, a le pouvoir de modeler le monde physique. Avec cette histoire, nous construisons des villes, finançons des guerres, allons dans l'espace. Notre imagination collective est la force la plus puissante de l'univers. Comprendre cela est essentiel pour l'avenir de l'humanité. Si l'argent est une histoire, nous pouvons la changer. Nous pourrions réécrire l'histoire de l'argent pour qu'au lieu d'inciter à une consommation sans fin, il incite à la régénération de la planète, aux soins des autres ou à la créativité. L'argent pourrait être l'outil pour résoudre le changement climatique ou la pauvreté si nous décidons de changer le récit. Et la dernière idée, la plus provocatrice, et si l'argent n'était pas notre outil? Et si l'argent était un système émergent, presque une forme de vie abstraite, et que nous en étions les hôtes? Il est né sous forme de coquillage, a muté en métaux, a évolué en papier et se numérise maintenant pour voyager à la vitesse de la lumière. Il utilise nos désirs humains, avidité, sécurité, statut, comme carburant pour se répliquer et s'étendre sur toute la planète. Qui contrôle qui? Et avec cette idée vertigineuse, notre voyage de 5 niveaux est terminé. Nous sommes passés du simple au complexe, du connu au spéculatif. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, il est temps de contempler le tableau complet. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que nous avons commencé ce voyage en pensant à l'argent de la manière la plus simple, comme ces pièces que vous utilisez pour acheter une pizza. Et nous avons terminé avec l'idée hallucinante que l'argent pourrait être une forme de vie abstraite qui nous utilise pour s'étendre dans l'univers. Nous sommes passés de le voir comme un outil à le comprendre comme un réseau de confiance, puis comme un champ de bataille chaotique, puis comme une architecture invisible de dettes, et enfin comme l'une des histoires les plus puissantes que l'humanité se soit jamais racontée. Maintenant, c'est à vous, de tout ce voyage, de toutes ces idées, quelle a été celle qui vous a le plus marqué ou vous a le plus stupéfait? Je veux le savoir. Laissez-moi votre réflexion dans les commentaires, j'adore lire comment vous voyez ces choses. Merci sincèrement de m'avoir accordé votre temps et votre curiosité. Si cette plongée dans les profondeurs vous a plu, abonnez-vous, car nous avons bien d'autres voyages comme celui-ci de préparer. À bientôt!